Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Brett, très heureux de vous avoir à l'écoute en compagnie, comme à chaque semaine, de Jean Gounel et Sidney Faux pour un épisode où on va parler du CF Montréal qui est en action au cours de la dernière semaine, en fait deux fois depuis la dernière émission. On va parler de la Ligue des champions qui a pris son envol en Europe. Je pense que Jean Gounel a quelque chose à nous dire sur la Coupe du monde aux 2 ans et on répondra à vos questions, celles que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter avec le hashtag LDSF. Mais d'abord, les gars, comment ça va? Passez une bonne semaine? Très bien, merci, toi. Occupé. Je te dirais un petit peu moins occupé que Kamal Miller, mettons, parce que lui, il a été dans le jus là, depuis quelques semaines, mais ça va plutôt bien. Occupé à regarder des matchs, en fait. Et justement, si vous le permettez, on va Ah, commencer avec notre segment à domicile. Le CF Montréal, Sid, hier, mercredi soir, qui est allé gagner un match à Orlando. Après la rencontre à la radio, j'avais le constat suivant. Les plus cyniques vont trouver un paquet de faits pour rester cyniques, puis les plus optimistes vont trouver un paquet de faits pour rester optimistes. Une victoire de 4-2 où le CF Montréal menait 2-0. Orlando, avec un homme en moins, est revenu à 2-2. Finalement, le CF Montréal a repris son avance de 2 buts. Une deuxième expulsion en toute fin de rencontre pour Orlando et 3 points en poche pour le CF Montréal. Oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup de motifs de satisfaction côté montréalais, notamment ces 4 buts. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu une telle Ah ouais. explosion offensive. Puis il y a eu effectivement un moment de mou qui a conduit à l'égalisation de Rolando. C'est ça, il faut le reconnaître. Il faut adresser ces éléments qui ont mené à cette égalisation. Mais c'est 3 points très importants sur une pelouse sur laquelle il y a très peu d'équipes qui l'ont emporté. Il y avait une seule défaite en 8 matchs Mhm. à domicile pour Orlando. Ça vient dans un contexte ensuite après le match de Nashville. Certes, Nashville est deuxième dans l'Est, donc c'était pas non plus honteux de perdre face à Nashville, mais c'était dans un moment un peu crucial où ils avaient besoin de points, sachant que, et alors là, comme j'invite tout le monde à regarder le classement, il y a un resserrement dans la course aux séries sur les 3 dernières places, où il y a véritablement 6 équipes qui peuvent prétendre à ces 3 dernières places qualificatives. Donc c'est un 3 points très important, et une manière aussi qui permet d'engranger de la confiance pour de nombreux éléments, mais on aura le temps d'en reparler. Parlant de classement, Jean, il y a eu des propos intéressants de Wilfrid Nancy après la rencontre. On lui a demandé, à ce stade-ci de la saison, est-ce que regarder le classement devient une plus grande priorité qu'en début de campagne où on dit on est en train de placer nos pions? Puis là, on est tombé dans une discussion un peu philosophique. En fait, la réponse l'était un peu. Nancy a dit, je le sais que mes gars vont regarder le classement, mais je les invite à ne pas le faire parce qu'à partir du moment où on se concentre sur le résultat, c'est là qu'il y a danger de faire fausse route. Moi, je veux que les gars se concentrent sur la tâche à accomplir. Et là, ce qu'on présume, c'est qu'une fois que la tâche est accomplie comme il faut, ben, les résultats vont venir de soi. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette approche-là? Parce qu'on comprend tout à fait la logique là-dedans, mais est-ce qu'il y a un moment où il faut que tu commences à regarder le classement de manière plus sérieuse et que tu dises il faut absolument aller chercher des points, la manière n'est pas suffisante? bien sûr, complètement. Mais ça, c'est la réponse que je suppose à peu près n'importe quel entraîneur va te dire. Tu dis, bon, bah, les gars sont au courant de la situation et regardent exactement le classement. D'ailleurs, sur le classement, et pour compléter ce que disait Sid, parce que ça avait été un sujet de discussion récurrent l'année dernière, il y a 2 saisons. Au niveau du point par match, c'est nettement plus intéressant, nettement plus satisfaisant que Mhm. ce qu'on avait vu ces dernières années, où tu te rappelles, il y avait une position d'équipe qualifiée, mais en fait, au point par match, on voyait que c'était pas mal Ouais. plus limite. Et en fait, c'est bien ce qui s'est passé d'ailleurs à la fin. Enfin bon, on passait à ça. Donc forcément, c'est important. Et tu le sais très bien comme entraîneur que les gars vont regarder le classement, ils vont voir où ils en sont, voir quelle équipe est là ou là. Ça, c'est clair, c'est naturel et tout le monde le fait. Et lui-même va le faire aussi. Maintenant, oui, essayer de mettre l'attention sur un objectif qui est beaucoup plus large, qui est l'identité de jeu, en fait, et la façon d'aborder les matchs. Et il est certain que c'est essentiel, c'est d'autant plus essentiel que
que tu arrives quand même aux 2 tiers de ta saison, que donc tu veux avoir quelque chose qui fonctionne, qui roule maintenant. Et je pense que c'est un élément sur lequel Wilfried Nancy a quand même insisté récemment. Par exemple, le match de Nashville, tu voyais qu'il y avait des choses qui l'embêtaient Mhm. profondément dans la nature du jeu proposé. Parce qu'il y a des choses qu'on non, non, ça ne peut pas arriver comme ça à ce moment-là de notre expérience commune, du vécu de cette équipe-là. Et c'est vrai qu'il y a des moments où tu avais l'impression de revoir un petit peu. Tu sais, j'aime bien ce que tu dis en début d'émission. Tu dis les positifs vont trouver des choses positives, les sceptiques et les cyniques vont trouver quelque chose de cynique. Parce qu'on on revoit quand même par moments certaines séquences et certaines résultat Ah de ouais, l'année dernière. On a ouais. l'impression qu'on avance, on recule, mais qu'on arrive toujours un petit peu à la même chose. Alors, c'est sûr que lui, son travail, c'est de focaliser vers ce qui s'en vient et d'essayer d'avoir une approche, je dirais, globale pour tous les matchs qui vont s'en venir. Donc, on essaie de se concentrer sur notre façon de jouer, sur les quelques points qui sont essentiels dans notre développement de jeu. Et je pense que là-dessus, le match à Orlando a été vraiment intéressant au niveau Mhm. de la création de deux choses, et ça, on va y revenir. Que c'est dans cette voie-là, que c'est là-dessus qu'il faut assister, pas effectivement regarder tous les jours où on en est au classement. Maintenant, c'est Je sûr serais, que si la semaine prochaine il y a besoin d'un point, il va falloir se faire quelque chose pour aller chercher un point. Ben, justement, je vais être très curieux de voir l'évolution de ça, pas juste cette année, mais dans la carrière de Wilfried Nancy. Je pense pas avoir raconté cette anecdote-là ici à Loin de Sans Foot, mais je me souviens d'une fois où je coachais la réserve, j'étais l'adjoint de Philippe Lafroy, et puis Philippe avait senti que les joueurs ne savaient pas où ils se trouvaient au classement. On jouait en CSL à l'époque, et là, il a commencé à poser la question à un gars. Le gars ne savait pas trop on était où au classement. Il a demandé à un deuxième gars. Deuxième gars ne savait pas trop il était où au classement. Demandé au troisième, ne savait pas non plus. Il a foutu tout le monde dehors de l'entraînement puis il a dit revenez quand vous allez connaître votre classement. Et ça m'avait beaucoup marqué, moi, parce que l'objectif était de savoir est-ce que vous êtes sur la bonne voie. C'est comme l'équilibre entre être obsédé par le résultat au risque de garrocher la manière par la fenêtre, puis tes valeurs par la fenêtre, ou l'inverse, d'être insatisfait d'un résultat quand tu as tout fait ce que tu étais supposé de faire et qu'en face, ben, tu avais juste une meilleure équipe où il y a des faits de jeu qui t'ont battu. Et ça m'avait marqué et j'ai hâte de voir si il va y avoir une plus grande attention, peut-être avec une plus grande connaissance aussi de ce que ça prend pour faire les séries, de quelle position tu dois accrocher. Tu sais, un Peter Vermees à Sporting Kansas City, il sait exactement ce que ça lui prend. Il sait quand il est dans le trouble. Il sait quand il l'est pas. Même chose avec Bruce Arena, avec la révolution de la Nouvelle-Angleterre. Je pense pas que Wilfried Nancy, même s'il l'a vécu comme adjoint, comme entraîneur-chef, je ne sais pas si d'un point de vue quantitatif, il sait exactement à quel moment il y a des leviers à appuyer. Ce n'est pas un reproche, c'est sa première année, mais j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer au cours des prochains mois, des prochaines années. Sid, 10 passes décisives pour Georgi Mihailovic. Il reste 10 matchs à jouer. Le record pour des passes décisives en MLS avec le 11 montréalais, c'est 13. Et c'est Nacho Piatti qui l'a. Est-ce que Mihailovic va battre ça? Oui, assurément même. Ces trois passes-là, il va aller les chercher. C'est un joueur qui est très créatif. C'est un joueur qui prend beaucoup à son compte le jeu montréalais, qui est très décisif. C'est le joueur le plus utilisé par Wilfried Nancy pour toutes Mhm. ces raisons. Il connaît une saison de très haut niveau. Je pense que j'avais envie de le voir monter en puissance dans des matchs importants. Il l'a fait. Hier, pour moi, c'était un match important. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et je crois que, d'ailleurs, depuis même notre conversation, on commence un peu à bousculer les lignes du côté de Mihailovic, où ses performances sont remarquées de l'autre côté de la frontière. On se demande, mais c'est qui ce joueur-là qui est derrière Carles Gil dans le tableau des passes, et qu'on s'aperçoit qu'à 22 ans, ce jeune Américain, ben, il est très intéressant. C'est un joueur qui se cache pas, et même lorsqu'il est en difficulté tactique, comme ça a pu l'être notamment face à Nashville, il y a cette élimination dans la surface de réparation, cette talonnade qui donne à Kissa et qui aurait dû être
mettre un but sur, Mhm. sur ce moment-là. Et c'est sa capacité à toujours trouver quelque chose, parfois là où il n'y a pas, même si c'est pas aussi peut-être flashy ou fait avec une espèce un peu de grâce brésilienne, si je puis dire. Il y a toujours ces petits moments-là, et dont le corner qui est le but pour Sunusi Ibrahim, d'identifier que la défense d'Orlando est complètement aux fraises, le tirer très très fort, ras de terre, premier poteau, c'est coupé. Si c'était même pas Ibrahim, je pense que la Slapananen était aussi sur la trajectoire. C'est ces petites choses-là qui font que c'est un joueur très particulier, puis c'est pas anodin. Ces 10 passes-là le mettent dans une catégorie avec les Piatti, avec les Alejandro Silva notamment, avec les Zemaili. Il a 22 ans. C'est vraiment important de garder ça en tête, et pour analyser vraiment cette belle saison qu'il a. Donc, serial passeur, c'est pas usurpé, et c'est beaucoup aussi de dernières passes. La MLS a tendance à compter les avant-dernières passes qui font un peu grossir toutes ces statistiques-là, mais il a une capacité réelle à donner la dernière passe, et c'est tout à son honneur. En ce sens-là, est-ce que Georgi Mihailovic a été à ce point meilleur contre Orlando que contre Nashville, ou est-ce que Georgi Mihailovic avait en avant de lui Romel Kyoto et Torres plutôt que Bjorn Janssen et Torres? Sid? Oui, j'allais donner le ballon à Jean, mais effectivement, Kyoto change tout. Kyoto change tout. Il a une présence sur le terrain qui est magnétique, qui est énergétique. Il a cette confiance, cette confiance qui est communicative, où il est capable d'entraîner ses coéquipiers. Je pense que au-delà de la saison de Toy, qui est très intéressante, l'attaquant numéro 1, c'est Kyoto. Je pense Mhm. qu'il a cette volonté d'avoir l'équipe sur les épaules. Et c'est Ouais. pas tout le monde qui a ça. On peut connaître des bonnes saisons sans pour autant vouloir assumer qu'on a la responsabilité offensive. Et malgré tout ce que j'ai dit sur Mihailovic, celui qui se croit le meilleur attaquant et joue comme le meilleur attaquant, c'est Kyoto. Donc c'est à la fois une croyance, d'une confiance, mais c'est aussi de vouloir prendre ses responsabilités et de les assumer sur le terrain sans jamais se cacher. Et Kyoto apporte une dimension très intéressante. Et puis oui, tout à fait, je pense quand même que tactiquement, il y avait beaucoup à redire sur la performance Nashville. offensive de Montréal à Nashville, mais avec un Kyoto, ben, ça, je veux dire, ça masque bien des problèmes, et ça apporte aussi surtout beaucoup de solutions dont Mihailovic bénéficie, et ça, c'est évident, oui. Jean, je veux t'entendre dans un instant sur la profondeur de l'équipe, en particulier sur Mhm. Samuel Piette, parce que le fait que Sid vient de soulever sur l'avant-dernière passe, ça a été un facteur clé d'ailleurs contre Orlando. Mais Sid, je n'ai pas Yeah. posé cette question-là à personne. Romel Kyoto, là, quand il s'en va célébrer avec les deux doigts dans les oreilles, il dit à qui de se taire? Y a-t-il quelqu'un qui s'est plaint de Romel Kyoto? Y a-t-il quelqu'un qui l'a critiqué cette année? C'est pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans sa tête, et il est en train de répondre à peut-être genre comme à une star de télé-réalité hondurienne, ou à tel article qu'il a reçu sur sa prochaine célébration Instagram. Il est partout, et OK. il a pas peur de tout ça, et c'est pour ça que les Kyoto, hein, c'est une boule d'énergie, c'est un vrai soleil, alors que comme Mihailovic, c'est une espèce de lune, ça qui reflète beaucoup les performances de ses coéquipiers. C'est vraiment, non, c'est fascinant, cette dynamique où tu as deux personnalités très différentes et qui apportent tout autant, et qui sont clés pour la suite des succès de Montréal. À part de ça, Jojo Savard, l'astrologie, ça va? C'est une Bon. bonne métaphore. Oui, c'en est une C'était très beau, bonne. Sid. C'était Je, beau. je pense qu'on va reprendre ça sur Twitter. Jean, je veux t'entendre sur la profondeur. Bien, Samuel bien. Piette, je ne sais pas si on en est rendu à le considérer comme étant de la profondeur. On peut penser évidemment à l'utilisation de Wilfried Nancy, des changements en cours de match. Lassi Lapalainen entre pour la première fois depuis une éternité, marque. Sunusi Ibrahim entre, marque aussi. Et tu as Samuel Piette qui était sur le banc là, contre Nashville, qui vient sur le terrain dès le départ, 97 de passes réussies. Mais là, ce qui est intéressant, moi, je n'étais pas un fan de voir Samuel aller sur les réseaux sociaux et commencer à expliquer à quelqu'un il y a quelques années pourquoi il passait à droite et à gauche ou derrière plutôt que vers l'avant. Je pense qu'à quelque part, on comprenait que le système était tellement plus basé vers éviter des erreurs que prendre des risques pour aller marquer, que c'est ce qui dictait beaucoup des passes de piètre. Reste que
l'an passé, il a eu un rôle beaucoup plus offensif. Je pense que ça lui a peut-être donné la confiance, mais surtout la mission de jouer vers l'avant davantage. Et il y en a eu des passes vers l'avant. C'est lui qui prépare les passes décisives sur les 2 premiers buts du CF Exactement. Montréal. Et de faire Mhm. ça avec 97 de passes complétées, c'est des chiffres. Écoute, si on avait des joueurs en Europe, là, du Bayern, du Real ou du Barça qui faisaient ça, on serait en train de les encenser à n'en plus finir. Clairement. Clairement, oui, mais tu le vois, et que c'est vraiment un truc d'ensemble, que sur le premier, c'est lui qui oriente le jeu et qui Pour change Kyoto. effectivement du côté de Kyoto et qui permet ce mouvement ensuite en profondeur des deux autres attaquants, quoi, des deux autres joueurs. Mais tu vois qu'à ce moment-là, il y a quand même énormément de mouvements. C'est ça qui est fantastique à ce moment-là, c'est qu'il y Mhm. a un nombre assez large d'options offensives. Il y a 5 joueurs qui sont dans ou autour de la surface à ce moment-là, qui offrent cette diversité. Et il est capable de pouvoir choisir d'abord parce que justement, plus il y a de joueurs, plus l'adversaire va se poser la question de savoir quoi faire. Et ce qui va lui donner ce petit temps supplémentaire pour choisir théoriquement, la meilleure solution possible. Sur le Mhm. deuxième, il voit l'appel de Mihailovic, un très bon appel. Et là, c'est beaucoup plus vertical directement. Parce que sur sa passe, il élimine au minimum 2 milieux de terrain Ouais. et il libère Mihailovic. Donc, il crée de l'accélération. Donc, effectivement, là-dedans, tu vois que c'est un joueur qui rentre parfaitement dans dans la dynamique d'une équipe qui est en train je pense, qu'arrêter de se poser trop de questions, je pense, quand elle a le ballon. Elle sait ce qu'elle doit faire quand elle a le ballon. La problématique, on la voit maintenant, elle est la même pour beaucoup d'équipes. Je crois que c'est la problématique de toute façon un peu partout dans le monde. La grosse question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on perd le ballon. Et ça, je pense que personne l'a totalement. Chacun a sa façon de le résoudre, mais ça, c'est encore quelque chose qui va venir de façon plus systématique. Mais là, maintenant, tu vois que quand l'équipe a le ballon, elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait où elle va. Elle n'est pas en train de regarder un petit peu à droite, à gauche, qu'est-ce que je vais faire. Elle n'en a pas peur. Et c'est quelque chose qui s'applique à peu près tout le monde. Et c'est pour ça que quand on parle de profondeur, je trouve que tout le monde rentre pas mal au diapason. Il y va y avoir, et là on rentre quand même dans un segment qui va devenir essentiel dans la saison, où on va revenir assez régulièrement avec un 11 type, mais dans le même temps, on va commencer à regarder, attention, on va avoir des joueurs peut-être suspendus, parce que là, on arrive sur la période où ça s'accumule. On va avoir des joueurs qu'il va falloir peut-être un peu préserver, qui vont être légèrement touchés, etc. Donc, on va avoir une ossature quand même qui se dessine, et on sait que ce sera la force de cette équipe au moment de basculer vers les séries, mais que il est essentiel de compter, surtout dans un système où on te propose 5 changements et où sont Ah des ouais. changements qui ne comptent pas pour. C'est pas du beurre. C'est important, c'est fondamental. Tu as vu un nombre important de matchs qui basculent ou qui sont totalement modifiés par le nombre de changements et par la qualité des changements que tu es capable d'apporter. Alors, quand tu as ça dans ton bagage, eh ben, c'est bien. C'est excellent. Et je pense que même le financier est en train d'apprendre un petit peu à jouer avec ces changements-là. Oui, Sid, juste pour conclure là-dessus, on va passer à notre segment en temps additionnel après. Wilfried Nancy, je pense que le match à Orlando en est un très bon exemple. Tu as de la profondeur au milieu, tu as de la profondeur en attaque. En défense, c'est plus mince. Je ne sais pas ce que tu as pensé de Joel Waterman, qui a connu un match correct, mais tu le sens toujours là, à la limite. Tu as l'impression qu'il tire sur l'élastique. À quoi Bologne pensait de ramener Louis Binks, sachant qu'à ce moment-là, tu étais au courant que Kiki Struna n'était pas vacciné. Tu savais que Kamal Miller allait partir à la Gold Cup, qui allait être en qualification en vue de la Coupe du Monde avec le Canada aussi, que tu n'avais pas une énorme profondeur. Et là, tu enlèves Binks, tu l'amènes en Europe. Dernière fois que j'ai regardé, là, il y avait 3 matchs de Serie A joués. Il n'était pas dans le premier groupe, il était sur le banc, il n'a toujours pas joué 1 minute. C'était quoi ce plan-là? En ce moment, Louis Binks, jusqu'à la fin de l'année, avant qu'il reparte comme prévu, comme c'était prévu le 1er janvier vers l'Italie, il aurait été un pilier de l'équipe, il aurait été hyper important en ce moment. Tu mets Binks à la place de Waterman, puis là, je ne veux pas trop m'acharner sur le Canadien, mais ces 2 gars-là ne sont pas dans la même catégorie à ce stade-ci de leur carrière. À quoi on pensait?
À rien. Mais blague à part, Bologne pensait à eux-mêmes, puis tout simplement. Puis ça s'entend très bien. Je pense que il y a peut-être une clause de rappel qui aurait peut-être pas dû être mise dans ce prêt, mais t'as pas forcément les détails qui fait que c'est difficile un peu de se prononcer sur la nature même de cette entente qu'il y avait eu sur le côté de Binks, mais aussi t'as la volonté du joueur. À partir du moment où le joueur rate sa préparation physique à suite d'une blessure et il voit la perspective de pouvoir aller jouer en Europe tout de suite, sachant que les saisons commencent à l'été et non comme nous à l'hiver, Mhm. il pouvait rentrer dans une bonne locomotive, si je puis dire. Donc il y a peut-être à considérer aussi la volonté du joueur dans ce triangle entre Ouais. Montréal, Bologne et Binks. En même temps, Du côté de... Sid, tu as tellement raison, mais la volonté de Binks, pour moi, c'est parce que ça va venir dans 5 mois. Là. C'est pas comme si on t'attache et on te met des menottes. Ça s'en vient le 1er janvier et d'ici là, nous, on te promet de jouer. En ce moment, qui gagne? Défensivement, le CF Montréal, c'est mince derrière, puis tu peux pas profiter du joueur. En Italie, tu as un gars qui est sur le banc, c'est bien le fun. Tu t'entraînes avec des joueurs de Serie A, mais tu joues pas plus. Le joueur, lui, progresse pas comme il aurait progressé à ce stade-ci en jouant dans une ligue qui est inférieure, c'est clair, mais en jouant, parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, la volonté d'aller jouer en Europe, je partage 100% ton point de vue, mais si c'est pour aller regarder des matchs de Serie A sur le banc plutôt que dans les estrades, je la comprends juste pas. Surtout, sachant qu'on était tous au courant que début 2022, Louis Binks est parti. Pourquoi l'avoir fait là? Je ne comprends pas Bologne. Je ne comprends pas la haute direction des deux clubs. Là. Je ne sais pas si c'est, j'oublie son nom, Walter Sabatini, je ne sais pas. Qui décide ça? Ça me fait halluciner, cette décision-là. C'est le contexte au moment où elle est prise aussi qu'il faut prendre en considération, et c'est Ben pour ça que oui. je vais revenir sur la blessure de Binks, qui ne fait pas la préparation avec le CF Montréal, qui peut-être rentre dans une dynamique dans laquelle il se voit pas forcément avec le CF Montréal, et l'opportunité de Bologne. Donc à ce moment-ci, sachant aussi la confiance qui habite le joueur, lui soit pas forcément benché ou ne pas être dans le groupe du côté de Bologne. Donc c'est tous ces paramètres-là qu'on peut prendre en considération, sachant qu'avec ce qu'on sait sur Kiki Struna notamment, là l'absence de Binks se reflète, mais peut-être qu'on est dans un scénario où défensivement ça tient la route, et je pense qu'on est d'accord que même défensivement ça tient la route, où l'absence de Binks n'est pas si préjudiciable. Donc c'est pour ça que rétrospectivement, c'est un peu, c'est toujours, c'est un peu fait penser un petit peu au choix de ronde dans les drafts. Où oui, c'est vrai que quand tu vois la carrière du joueur, tu peux dire, t'as qu'à le repêcher lui. Mais au moment où tu as pris cette Ouais. décision-là, est-ce que les paramètres étaient les mêmes? Et j'ai l'impression Ben, que, mais tout simplement pour Bologne, genre mhm. Bologne, ils ne pensaient qu'à eux, et je dirais que chaque club n'a qu'à penser à eux, et ça c'est très logique pour eux. Ouais. Oui, mais en ce sens-là, moi, si c'est à refaire dans ce cas-là, je ne te revends pas Louis Binks. Là. Tu l'achèteras à fort prix la prochaine fois et je ne vais pas accepter de signer. C'est là où il y a quelqu'un dans les hautes instances où ça ne fonctionne pas. Puis tu parles à l'époque, moi j'avais le même discours à l'époque. Le fait, c'est que là, avec le recul et le fait qu'il ne joue pas en Italie, je comprends que c'est un petit échantillon, je la comprends simplement pas. Un jour, tiens, on appelle Marco Di Vaio pour le prochain épisode et on aura peut-être des réponses. Temps additionnel, Jean, écoute, ça fait un bout là, qu'on l'attend, cette Ligue des champions, phase de groupe qui a recommencé. United, Barça, PSG, City, en fait, je devrais dire United, je devrais dire Young Boys. Qui a retenu ton attention dans cette Alors, première ronde de match? oh, on va revenir à parler des mêmes. Il est certain que ce qui est marquant, c'est sur le score et sur la manière, c'est le Bayern quand même. Mhm. Parce que là, ils ont montré bon, l'année dernière, ils perdent très tôt face au PSG voilà, les conditions d'un match un petit peu fou, mais qui sont encore, ils sont encore méchamment solides. Et puis quand tu vois que bon, t'as Musiala qui rentre et puis qui jusqu'à la saison dernière était un joueur qui était capable de faire un petit peu, mais voilà, avec là maintenant il est complètement intégré.
ça fait partie du processus, tu sais, intégrer un ou deux joueurs continuellement et tout. Tu vois que ils continuent de chercher des jeunes, etc. C'est pas vraiment une équipe qui est inscrite comme ça dans le marbre et qui va rester, mais que derrière ça, les principes de base restent là. Et que c'est une équipe, et tu le vois clairement face à une équipe qui est possiblement encore jusqu'à présent, une des deux meilleures en Espagne. Mhm. Ils sont capables de leur mettre un grand coup et puis les laisser derrière. Parce que clairement, en voyant là, tu te dis à un moment, bon, bah, il y a une différence de niveau qui est assez large. Il y a une équipe qui sait où elle va, qui sait exactement ce qu'elle fait sur le terrain. Une autre, je suis beaucoup moins sûr. Mais bon, clairement, Bayern, ouais, moi, il m'a marqué. Pour ce qui est United, je dirais qu'on va arriver toujours à la même chose. Était-il vraiment... Bon, je comprends que tu ailles chercher Cristiano Ronaldo pour un certain nombre de raisons, mais il est certain qu'il y avait des priorités ailleurs qui n'ont pas été adressées. Varane, c'est très bien. Je pense que c'est un des meilleurs de tout le recrutement international qui a été fait à droite à gauche. Je pense que Varane est un des meilleurs coups sur le marché cet été. Mais je pense qu'il y avait quelque chose, il y avait vraiment besoin d'aller chercher d'autres possibilités au milieu de terrain, parce que là, c'est vraiment, vraiment léger. Ronaldo, oui, il va te marquer des buts, mais sur le dernier tiers de saison, le dernier, Cavani faisait déjà le travail. Je pense que marquer des buts n'a jamais été un énorme problème pour United, même l'année dernière. Parce qu'il y avait toujours Mhm. quelqu'un qui était capable de faire le travail, que ce soit Pogba, que ce soit Bruno Fernandes, que ce soit Rashford, que ce soit Cavani, Greenwood, etc. Bon, ils vont chercher Ronaldo parce que l'occasion se présente à plusieurs niveaux. Ok, très bien, tant mieux pour eux, mais à mon avis, ils doivent pas répondu vraiment ou n'ont pas résolu la problématique de base qui est au milieu de terrain. Non, mais justement, Bah, Jean, juste un petit commentaire là-dessus. Tu n'as pas résolu le problème au milieu de terrain, mais tu es allé chercher quelqu'un qui est capable de se lever dans le vestiaire puis recadrer Paul Pogba quand ça se met à déraper. oui, certainement, certainement, à condition que ce soit encore le problème, Pogba. Je pense que Mhm. le problème, il est plus organisationnel, en fait, qu'individuel. C'est pas Pogba on-off qui va. Bon, c'est sûr qu'il contribue parce que c'est un joueur qui a un tel volume que, Ah ouais. effectivement, le jour où il allume complètement, il va être capable de compenser un certain nombre de manques dans l'équipe. Mhm. Et de prendre, disons qu'il va jouer pour un joueur et demi à la limite quand il est complètement allumé. Mais au bout du compte, le problème va rester le même. C'est vrai qu'il y a une personnalité supplémentaire dans le vestiaire. Mais je pense il y a encore une grosse marge de progression pour Manchester United, mais ça va être le cas clairement pour le PSG. Manchester City, on va le mettre à part parce que c'était un peu bizarre, clairement. Et puis, Euh, bah, sinon, écoute, on va retomber sur les mêmes. Le Real qui va gagner à l'Inter avec un petit peu ce Real habituel. Hein, tu sais jamais s'ils sont à l'aise, s'ils sont pas à l'aise, s'ils laissent venir, s'ils laissent pas venir. Ils font un petit peu leur jeu, mais sans trop en faire non plus. Et puis, ils vont planter ce but à la dernière minute ou quasiment. ouais, mais la vraie question, là, Sid, c'est Yeah. Club Bruges, ça va être quoi quand Jean Buchanan va débarquer? Parce que là, 1-1 face au PSG, sans même l'international canadien, ça va être hallucinant, Club Et, Bruges, là, à et partir du mois de janvier, Sid. Ouais, effectivement. Puis, on parlait de Binks tantôt. Si le transfert se fait en janvier pour Buchanan, peut-être qu'il aurait eu envie d'aller jouer ce match-là de Ligue des Champions. C'est toujours très tentant et c'est une équipe qui est vraiment très intéressante. Je pense que beaucoup de gens ont découvert Bruges hier. J'ai beaucoup aimé leur organisation tactique. C'est une équipe qui, je pense que les gens pourraient me corriger, mais je crois qu'ils sont 4 fois champions sur les 5 dernières années en Belgique. On se souvient aussi de bons résultats, notamment face au Real Madrid il y a 2 ans. Mhm. C'est une équipe qui est là, qui commence à arriver dans cette espèce de zone grise avec des Atalanta, notamment avec Leipzig aussi, où on commence tranquillement, pas vite, à attendre encore plus de cette équipe-là et qui, dans son organisation, vraiment dans sa structure, est
tellement bien organisé. Je veux dire, comme c'est vraiment les bonnes décisions sont prises. Ils vont arriver dans un nouveau stade, notamment. Mhm. Ils ont une bonne politique de scouting, dont Buchanan est aussi l'exemple, une bonne politique de vente. C'est vraiment c'est ce type de formation intelligente qui, dans le jeu, reflète tout ce qui va bien en dehors du terrain. Face à un PSG qui comprend pas encore trop comment jouer avec sa constellation de stars, ils ont fait ce qu'il fallait, puis peuvent même avoir des regrets sur le match d'hier. Donc du côté de PSG, oui, c'est bon, c'est le premier match. Donc, on va pas forcément tirer de grandes conclusions, mais il y a des analyses à faire sur la qualité du jeu qui a été produit, sur l'intensité nécessaire. Et on voit aussi, comparativement à des Bayern Munich ou à des City, même à des Liverpool, même s'ils ont pris l'eau pendant 5 minutes face à Milan, qu'il y a des projets de jeu qui sont beaucoup plus aboutis et l'étiquette de super favoris, bon, elle est marrante dans les médias, mais sur le terrain, ils auront beaucoup à faire, sans parler de Chelsea, même si c'était pas fou contre le Zénith, mais il y a beaucoup de projets de jeu qui sont bien plus rodés et il y a du travail à faire pour aller les chercher. Et puis ce que j'aime avec la Ligue des Champions, c'est que c'est un miroir déformant. PSG, ils sont sur 5 victoires de suite Mhm. en Ligue 1, mais c'est ce match-là qui nous révèle véritablement de quel bois il se chauffe. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres équipes où justement on voit l'équilibre fragile de United sur juste le carton rouge de Wan-Bissaka. Tout d'un coup, tu te dis, ils n'étaient pas sur Trippier au début de l'Euro, mais pourquoi ils l'ont pas pris finalement? Et puis tout d'un coup, Solskjaer qui est mal pris, qui sort Ronaldo parce qu'effectivement, t'as pas sa profondeur, t'as plus la profondeur que tu peux avoir avec lui, effectivement. Et c'est toujours ces petits détails-là que tu vois un peu apparaître à toutes les équipes où tu te rappelles que Thibaut Courtois, c'est vraiment tout un gardien parce que l'Inter aurait dû gagner ce match-là, mais c'est lui qui les garde dans le match qu'à la 95e où, bon, un peu par hasard, Kamavinga arrive à trouver, à débloquer la situation. Mais c'est ce miroir déformant de la Ligue des Champions qui est fascinant sur cette première journée où là, les équipes entre guillemets dites Super League, c'est là finalement qu'on est capable de véritablement analyser où elles en sont, qui a bien travaillé, qui a mal travaillé, sachant que c'est juste une journée sur 6, mais c'est très révélateur pareil. Deux constats, Sid. D'abord, tu es tout à fait cohérent avec tes références aux étoiles ou aux planètes aujourd'hui. Deux, comment jouer avec une constellation de joueurs comme au Paris Saint-Germain? Je te dirais que c'est triangle, triangle, cercle, carré, puis R. C'est comme ça que tu joues avec une constellation de joueurs comme celle-là. Juste en quelques secondes, Sid, parce qu'on parlait de toutes les choses qui vont bien à Bruges. C'est comme le miroir contraire, tu parles de miroir déformant, c'est tout l'inverse, en fait, du côté du Barça. Des tuiles qui tombent sur la tête depuis le départ de Lionel Messi, et là, avec des blessures qui compliquent sérieusement la donne. Si tu es Ronald Koeman, là, tu te mets en petite boule en dessous de ton bureau et tu brailles, qu'est-ce que tu fais? Alors lui, vraiment pas. C'est un personnage assez orgueilleux qui a envoyé des pics à sa direction et qui est aussi très confiant de la qualité de son travail. Mais force est de constater que c'est compliqué du côté de Barça et qu'il y a dû avoir une sortie de la Porta pour dire, comme un appel à la nation Blaugrana, pour leur dire c'est normal, ça fait partie du processus, mais restez avec nous, encouragez-nous, on vous promet des lendemains ensoleillé. C'est vraiment fascinant qu'on n'ait même pas 3-4 journées de Liga et première journée de Ligue des Champions et le président qui doit sortir pour expliquer, parce que ce 3-0 là, tu as l'impression qu'il était écrit dans le ciel, qu'on avait il n'y avait aucune chance que le Barça batte le Bayern, alors que Bayern ne fait même pas un très bon match. Mais il y avait une forme il y a une confiance, ils sont au-dessus, ils savent qu'ils sont au-dessus, et pire encore, le Barça sait qu'il est en dessous. Et ça, je crois que c'est ce sentiment-là qui est vraiment extrêmement gênant. Au niveau des blessures, genre, pour moi, je distingue, bon, Alba, c'est, on va dire, un coup de mauvaise chance, mais Pedri, c'est 73 matchs. C'est 73 matchs. Sa blessure me fait poser la question d'un espèce de cap sur le nombre de matchs maximum qu'un joueur peut faire sur un cycle d'un an. 73 matchs, Pedri, on le prend à toutes les sauces, il vient aux Jeux Olympiques, et vient à l'Euro, et vient faire les matchs amicaux, et à 18 ans,
genre, c'est très particulier qu'un joueur peut se rendre à 73 matchs. Et puis évidemment, ça pète. Puis il y a personne qui est surpris par rapport à ça, mais il y a surtout personne qui a fait une gestion pour ce joueur-là qui est extraordinaire. Il a été élu meilleur jeune joueur de l'Euro. Mais il faut apprendre à préserver un joueur et peut-être, là comme j'extrapole complètement, à essayer d'identifier un nombre maximum qu'un joueur de matchs qu'un joueur peut jouer sur une saison, parce que c'est pas normal qu'il soit à ce chiffre-là. Oui, et surtout par tranche d'âge, parce qu'à un moment donné, tu arrives à connaître ton propre corps, mais c'est pas un kid de 18 ans qui est en train d'éclore en club avec le Barça et sur la scène internationale qui va lever la main et dire j'ai peut-être besoin d'un petit peu de repos, je sens que je suis en train de tirer un petit peu trop fort sur l'élastique. Et c'est tout à ton honneur, Sid. Ça, tu le dis maintenant que c'est arrivé, mais ça fait des mois que tu dis que c'est quelque chose qui va arriver. Ça fait des mois que tu parles du volume de match et que tôt ou tard, il y a des joueurs qui vont en souffrir. Et Pedri en est un exemple en ce moment. Parlant de souffrir, est-ce que c'est ce qui nous arriverait, Jean? On a quelques minutes. On ne peut pas trop s'étendre sur ce sujet-là, même si c'en est un très complexe. La Coupe du Monde aux 2 ans, c'est souffrant ou excitant, ça? Non, mais ça, c'est n'importe quoi, OK? C'est complètement n'importe quoi. Bon, ben c'est tout. On va passer au sujet chaud maintenant. Non, je suis réveillé, j'entends ça. Je dis, mais vous délirez, les gars. Et quand j'arrive et que j'entends donc Arsène Wenger, qui est la personne censée être pilote et le visage du projet, qui vient et qui nous explique que c'est tout à fait faisable et qu'on peut alterner donc tous les 2 ans une Coupe du Monde et donc toutes les années impaires des championnats, des compétitions continentales. Oui, 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 mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout, alors qu'on est clairement en train de vouloir limiter et d'encadrer le temps de jeu, qu'on est en train de faire une refonte du calendrier. Là, on veut sauter tout de suite à une nouvelle étape de calendrier et surtout arriver à un système où les joueurs vont être mais sollicités de façon totalement malade. Et quand il me dit après, ok, je vais me calmer. L'idée après, les joueurs auront 25 jours de repos garantis par an. Mais dans quel état? C'est pas les 25 jours de repos qui m'intéressent. C'est que les joueurs soient, les jours 1 ou le jour dernier, en bon état. 25 jours de repos, si tu as les 2 jambes dans le plâtre ou les genoux qui sont larges comme ça ne sert pas plus. C'est idiot d'arriver à cette... de résumer ça à ça. Donc non, je suis totalement contre. Totalement contre, ça n'a aucun sens. Et j'irais même plus loin que ça. Jean, il y a une réflexion, puis là, ça prendrait des années à connaître les véritables répercussions, mais si tes 25 jours de repos en difficulté fait en sorte que tu perds 1 an et demi à ta carrière, c'est combien d'argent que les joueurs laissent sur la table avant de prendre leur retraite? Puis ça, évidemment, c'est des genres de données que tu ne peux jamais avoir sans te lancer dans un processus comme celui-là, mais il y a ta qualité de vie et il y a la durée de vie. C'est comme la vie, point, celle d'un joueur professionnel. Et je pense que ça, il y a clairement des joueurs qui décideraient de, un peu comme Paul Scholes l'avait fait à l'époque, tirer la plug sur leur carrière internationale pas mal plus tôt qu'on aurait pu le faire pour être capable d'avoir une plus grande longévité en club. J'adore la Coupe du Monde, là, mais aux 2 ans, j'ai l'impression qu'on ne se serait même pas sorti la tête de l'eau, qu'on serait déjà en train de penser à la prochaine. Bref, je partage ton opinion là-dessus. J'en ai sujets chauds maintenant, les gars. Il y a Pops Turpin, un magnifique nom d'ailleurs, ce que je salue sur Twitter, Pops. Jean, on va commencer avec toi. Pops nous demande, en Ligue des champions, croyez-vous qu'on aura droit à des qualifications, des éliminations surprises au terme de cette phase de poule cette année, ou est-ce que la crème va remonter à la surface? Non, je pense on va avoir droit à quelques surprises du fait qu'au départ, les chapeaux ont été un petit peu bousculés cette année et que tu vois des équipes qui étaient habituées à être dans tel chapeau qui se retrouvent plutôt comme PSG, comme Barcelone, du fait que, par exemple, tu as Lille qui est champion de France, tu as l'Atlético qui est champion d'Espagne, il y a un certain nombre de choses qui ont bougé, Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa qui se retrouve donc dans une autre position de tête de série. Donc les chapeaux ont été un petit peu bougés, ce qui fait que les équipes du 3e chapeau ont beaucoup plus leur mot à dire et qu'elles viennent vraiment calibrer un petit peu chaque groupe et offrent
offre des duels, que ce soit l'équipe du troisième contre certaines équipes du premier chapeau, équipe du troisième contre équipe du deuxième chapeau. Il y a vraiment un plus gros brassage. Donc, je pense que d'une façon générale, comme d'habitude, on va avoir une grosse majorité d'équipes favorites qui vont ressortir, mais je serais vraiment pas surpris qu'il y ait, sur 8 groupes, qu'il y ait 3 surprises à peu près, ouais. 3 surprises sur 8 groupes, ça, hey boy. Là, tout d'un coup, tu viens de me donner une swing d'anticipation pour cette phase de groupe-là. J'aime Ouais. ça. Michael Forcier, maintenant, c'est de nous ramener dans le giron du CF Montréal. Michael demande les banderoles pro-ultra interdites au Stade Saputo. Est-ce qu'on va trop loin du côté du club? C'est un geste qui est cohérent avec la décision qu'ils ont prise. Je pense que à partir du moment où tu interdis un groupe et les activités qui sont connexes à ce groupe-là dans ton stade, il est certain que tu vois d'un mauvais œil une banderole de soutien à ce groupe. Donc leur logique est d'enlever la banderole à ce moment-ci. De toute façon, on sait que dans cette histoire, la communication entre les parties prenantes et la recherche d'une résolution qui va dans le sens du développement du football, du développement du club et du développement de la passion des supporters, c'est la clé de tout, et que là on est dans une période vraiment de bousculement où tout ce qui se passe est toujours interprété d'une façon un peu selon le camp auquel tu appartiens. Notamment, je pense qu'hier, c'était l'anniversaire de Kevin Gilmore. Allez voir les commentaires sous le tweet qui a été posté par le club, où tu vois qu'on est en ce moment dans quelque chose de très polarisant. Mais pour ce cas de figure, c'est malheureux pour la personne qui a dû se faire enlever sa banderole, mais c'est très cohérent de la part du club de l'avoir fait, vu la position qu'ils ont prise sur la tribune 132 et les personnes qui la composaient. Là où je vois un petit décalage, par contre, ce que j'ai pas comme information, puis je sais pas, Sid, toi, si tu es au courant, est-ce que dans la section où on a demandé de retirer cette banderole-là, on avait le droit d'avoir une banderole? Est-ce que c'était ça la raison, ne serait-ce que prétextée? As-tu cette info-là? Non, j'ai pas cette info-là, mais j'aime bien ton choix de mots prétexté. Je pense que si c'était genre écrit autre chose, j'aime le foot. Je pense pas qu'on se serait fait enlever cette banderole, mais Bon, effectivement, il y a ben, des règles il y a des règles d'usage dans le stade et ça prend en considération. oui, parce qu'avoir une banderole, c'est ce qui rentre de manière générale dans des privilèges qui sont accordés. Il faut que tu aies des Mhm. autorisations spéciales. Maintenant, là où je vois un décalage, c'est au départ, Kevin Gilmore, la direction, a toujours dit on va laisser le droit de protester dans les estrades, on ne va pas s'attaquer à ça. Là, après ça, on peut toujours débattre à savoir si les gestes de violence ont donné une excuse pour enrayer la protestation dans les estrades. Mais quelqu'un, par exemple, du 1642 qui voudrait avoir une banderole pour dire on vous soutient les ultras, mais qui sont toujours là, pour moi, c'est un peu la même chose. On a le droit de s'exprimer. C'est là où ça devient une ligne qui est. Je trouve que c'est cohérent avec la décision qui a été prise au cours de la dernière semaine, mais c'est pas particulièrement cohérent avec ce qu'on a dit qu'on laisserait comme liberté d'expression aux ultras à l'époque où ils étaient encore les bienvenus dans le stade. Et pour ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les autres groupes de supporters au cours des prochains matchs à domicile. D'ailleurs, Sid, je ne pense pas t'avoir lancé cette question-là. On ne s'est pas parlé depuis. La section 132, tu penses qu'elle rouvre quand? Je sais qu'on n'a pas d'infos là-dessus, mais ça va prendre combien de matchs avant qu'elle rouvre? Est-ce que c'est plusieurs rencontres ou est-ce que ça se fait plus rapidement? Non, plusieurs rencontres. Ah ouais? Je la vois pas je la vois pas les personnes ont été remboursées, la plupart. Mhm. Certaines ont été aidées à être relocalisées dans le stade. Je crois qu'on peut pas faire un pétard mouillé et juste la réouvrir pour la réouvrir. Il y a une vraie réflexion à poser sur et le fond, la forme, et aussi comment on voit cette section et le rapport avec les supporters dans les 3 prochaines années, 5, 10 prochaines années. Je pense qu'aujourd'hui, genre comme la seule suite possible pour moi qui serait vraiment cohérente pour rester sur le même thème, c'est vraiment d'avoir cette réflexion-là et cette communication-là. Sinon, je pense que tout aurait été un immense gâchis. Vraiment, je dis tout avec un T majuscule. Là. Ben, c'est intéressant parce que j'avais le même sentiment que toi avant le match contre Nashville, mais en me présentant au stade, en voyant que
ce qui était écrit sur cette tribune-là, c'était droit devant. Je me suis dit, OK, on passe vite à un autre appel. Et je me suis dit, ben finalement, ça va peut-être être plus rapide qu'on le pensait pour justement, ben d'abord, recommencer à vendre des billets parce que les billets, tu nous en parlais la semaine passée, tu ne vas pas les vendre au même prix que tu les vendais aux Ultras si tu remets des sièges, par exemple, dans cette section-là. Et tu veux peut-être aussi envoyer un message en vue de 2022 à ceux qui pourraient avoir des billets dans cette section-là ou vouloir je sais pas, contribuer à une nouvelle ambiance, montrer ça va avoir l'air de quoi, donner un petit taster en bon français pour la saison prochaine. C'est pas un point de vue que j'avais à pareille date la semaine dernière, mais en voyant le droit devant, je me suis dit, oh, OK, on a l'intention d'aller peut-être plus vite que je le pensais. Ça aussi, ce sera à suivre sur les prochains matchs. On termine, Jean, avec une question d'Amine Sabri qui reste avec la MLS et le CF Montréal. Amine demande, avec les remontées au classement de Miami et Atlanta d'ailleurs, 4-0 hier contre Cincinnati, c'était 3-0 le match d'avant contre Orlando. Moi, j'ai aucun doute qu'Atlanta est une équipe qui fait les séries. Amine poursuit en disant, pensez-vous que le CF Montréal a l'effectif nécessaire pour faire les séries éliminatoires, sachant qu'il n'y a pas Mason Toy et Torkelson qui seront disponibles d'ici la fin de la saison régulière? Oui, je pense que c'est une suite de notre discussion un peu plus tôt dans l'émission. Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils ont effectivement, ils sont en train de le montrer. Il suffit d'être capable de bien l'utiliser. Et on en a discuté. Je crois qu'on a pas mal cerné un ou deux points où il y a une carence. Hein, disons, ton défenseur, il te manque un défenseur central capable d'être un petit peu capable d'être utilisé titulaire ou ponctuellement, qui soit vraiment à la hauteur. Là, je pense. Et je pense que l'histoire de Binks, pour revenir, on a peut-être aussi laissé passer. Pas qu'on a focalisé sur le fait qu'on allait régulièrement avoir une défense à 3, qui était encore incertain en tout début de saison. Et on attendait plus à ce que ça bouge un petit peu. Donc, le nombre était peut-être moins important. Là, on voit clairement que c'est quelque chose qui reste et de façon immuable. Donc, effectivement, il y avait peut-être besoin d'aller chercher là-dedans. Et puis, comme Sid l'a souligné à plusieurs fois, au niveau de l'animation, c'est vrai que l'animation offensive à gauche, c'est toujours un petit peu question d'arbre. Encore qu'il y a maintenant clairement des solutions qui ont été trouvées je dirais, à l'interne en changeant certaines formes d'organisation, que depuis qu'on en a parlé, du côté droite à la titularisation plus régulière de Torres, et qui fait qu'il y a une sorte de rééquilibrage du jeu par effet domino. Donc je pense que oui, au niveau de la profondeur, on est en train de voir une équipe qui se trouve, qui est en train de définir une équipe type et des joueurs, pas satellites, mais des joueurs qui sont capables d'apporter un plus complètement, très régulièrement, que ce soit match après match, que ce soit en partant, que ce soit pour 30 minutes, pour 40 minutes, pour une mi-temps. Mais je pense qu'on est en train de voir une équipe qui prend du coffre à ce niveau-là. Avant de terminer, les gars, qu'est-ce que vous surveillez sur la prochaine semaine, Sid? Oh, j'ai même pas regardé l'agenda télé, mais je te dirais qu'il y a un PSG Lyon en fin de Championnat canadien, non? qui c'est vrai que un autre Chouanière a marqué d'ailleurs hier Oui. pour la Forge, donc c'était une belle journée pour la famille Chouanière. Non, mais en fin de semaine, je pense que là, je te dirais qu'il y a PSG Lyon, et il y a aussi Chelsea Tottenham que je vais regarder avec attention. Oui. Moi, je voudrais porter une attention particulière à des débuts potentiels de Matko Miljevic à Halifax. Je dis ça, je dis rien. Je pense que à l'époque où il était en Argentine, Matko Miljevic, son objectif principal, c'était de revenir en Amérique du Nord et de faire ses débuts à Halifax contre les Wanderers. Je répète, je dis ça, je dis rien. Jean, toi, tu vas surveiller quoi? Ah bah écoute, toi, tu vas faire encore un petit coup de promo là, les gars, Valence Real, qui se trouve être les deux équipes en tête du championnat. Valence qui est une belle petite équipe, ça joue sympa. Il y a toujours une ambiance géniale à Mestalla, donc et surtout pour l'avenue de Real, parce que ça peut être une petite gâterie, ça.
Oui, et je faisais des blagues avec Halifax, mais c'est un match à prendre très au sérieux. Un match comme celui-là a coûté le job à Marc Dos Santos avec les Whitecaps Exactement. de Vancouver et je pense qu'il va y avoir une belle ambiance du côté d'Halifax la semaine prochaine pour ce quart de finale de championnat canadien face au CF Montréal. Les gars, merci beaucoup, toujours un plaisir. Merci bien. Merci. Merci à vous d'avoir été à l'écoute et de nous avoir posé vos questions. Continuez de le faire tout au long de la semaine avec le hashtag LDSF sur Twitter. Continuez également de partager le contenu sur le rds.ca/balado-diffusion ainsi que sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.